Calez-vous dans votre fauteuil pour les prochaines minutes avec Christian Page. Allô, Christian. Salut, Gino. Alors, Christian, on sait que la Belgique, reconnue pour ses frites, ses bières, mais aussi pour une histoire assez invraisemblable Pour dans les ses années ovnis. 80, Pour en ses 90 à peu près. En fait, je t'amène au-dessus de la Belgique. On est d'ailleurs, la date tombe parfaitement bien. On est dans la soirée du 30 mars 1990. À ce moment-là, l'organisation qui s'occupe de la surveillance aérienne dans la région de Sommerzach, on est en banlieue de Bruxelles, vont détecter sur leurs écrans radars des cibles inconnues. Il faut dire qu'à l'extérieur également, des gens voient ces lumières dans le ciel qui font des arabesques. Alors, rapidement, l'armée belge va réagir en envoyant 2 avions F-16 à la poursuite de cet objet mystérieux et inconnu. Et là, Gino, je t'amène à des images qui sont assez extraordinaires parce que dans l'heure qui va suivre, nos 2 avions F-16, donc on voit en haut à droite, c'est l'altitude de l'objet, de la cible en pieds. Donc, on est ici à 7000 pieds. L'OVNI, c'est le petit losange que l'on voit. Et dans les données télémétriques, le 150 nœuds, c'est à peu près 225 km/h. Donc, notre avion F-16 va réussir, nos 2 avions F-16, l'un d'entre eux va réussir à cibler l'objet. Il apparaît comme des petits carrés et il va faire un verrouillage sur l'objet. Il apparaît en losange. Pendant les 7 secondes qui vont suivre, Gino, l'objet va passer d'une vitesse de 150 nœuds à 990 nœuds. Oh. Il va passer d'une altitude de 11 000 pieds à 250 pieds avant de disparaître des écrans radars. Les images que l'on voit m'ont été données par le ministère de la Défense belge. Donc, ce sont des images qui n'ont pas été retouchées. C'est exactement ce que le pilote du F-16 voyait sur son appareil. Il faut savoir ici, comme je l'ai mentionné, on est dans des technologies qui sont hors de portée. Donc, rien sur Terre ne peut faire des accélérations de cette façon-là. Il faut dire qu'on est dans des accélérations de l'ordre d'à peu près 30 à 40 G. Donc, pour donner une idée aux téléspectateurs, nos meilleurs pilotes, même avec des combinaisons spécialement adaptées pour les vols supersoniques, ne peuvent supporter qu'une accélération de 9 à 10 G pendant un court moment. Et là, on parle de 40 à 50. Là, on parle de 30-40 G. Et après, c'est la perte de conscience et la mort. Et ici, quand on parle d'une vitesse de 990 nœuds, il faut se rappeler que c'est 1800 km/h, donc 1,5 fois la vitesse du son, et ce, sans bagne supersonique. Donc, tu vois l'aspect tout à fait extraordinaire de cette observation. Il faut dire que cette chasse à l'OVNI dans la nuit du 30 au 31 mars 1990 devient un peu le point culminant de toute une série d'événements qui ont débuté quelques mois plus tôt. En fait, on peut dire que la date officielle, c'est le 29 novembre, lorsque des policiers de Eupen, on est en banlieue de Liège, vont observer une grande plateforme triangulaire avec des lumières à chacun de ses angles et qui sont projetées vers le sol. Donc, les policiers rapportent l'information. Très rapidement, je te dirais qu'il n'y a pas une journée qui s'écoule sans que des gens ne voient pas ces fameux triangles volants. La presse, évidemment, s'emballe et de son côté, l'armée belge dit on va réagir en plaçant des avions à la disponibilité pour pouvoir traquer notre fameux OVNI. Bien sûr, entre-temps, les gens... Et ce qui est assez curieux, c'est que ces observations d'OVNI sont essentiellement au-dessus de la partie francophone de la Belgique. Donc, bien sûr, il y a un peu de débordement du côté de la partie flamande, du côté de la France et du côté pas de Bruxelles, mais les parties sud de la Belgique. Le Luxembourg, voilà, je cherchais le nom. Le petit pays. Un petit pays. Donc, oui, il y a des débordements, mais c'est surtout la partie française de la Belgique qui est survolée par ces mystérieux triangles. Et d'un autre côté, le public se dit, mais s'il y a autant d'OVNI au-dessus de la Belgique, pourquoi on n'a pas de bonnes images? Parce que les images qui sont relayées dans les médias montrent généralement 3 points blancs dans le ciel, c'est assez flou, rien de très spectaculaire. Des trucs comme ça, à peu près. Voilà. Et soudainement, à l'automne 1990, va paraître ce qu'on va appeler la photo du siècle. On apprend qu'elle a été prise quelques mois plus tôt, en avril 1990, par un résident de Petit-Rochin. Et on voit parfaitement ce fameux OVNI en forme triangulaire avec ses lumières placées à chacune des pointes. C'est ça la photo? Oui, c'est la photo que tu vois. En fait, elle est confiée à la Société belge d'études sur les phénomènes spatiaux, la SOBEPS, une organisation ufologique, qui sont tellement enthousiastes par cette photo qu'ils vont la mettre sur la couverture de leurs 2 livres qu'ils vont consacrer éventuellement à la vague belge.
Là, écoute, à ce stade-ci, on pourrait se dire, mais c'est extraordinaire, la vague belge va durer de 1989 à 1991. On va enregistrer plus de 2000 observations d'OVNI. Donc, on pourrait se dire qu'on est dans la plus grande vague d'observations d'OVNI de tous les temps. Mais malheureusement, il y a deux os dans le fromage. Le premier, c'est qu'avec le recul, on va découvrir que les fameuses données télémétriques obtenues par le radar du F-16 étaient peut-être erronées. En fait, le radar était mal calibré pour un survol au-dessus d'une zone urbaine et il est possible que les échos obtenus soient des échos parasitaires provenant de cibles au sol, donc des tours de télémétrie qui auraient envoyé des ondes électromagnétiques qui auraient pu tromper le radar. Et d'un autre côté, la photo du siècle, en 2011, son auteur, Patrick Maréchal, a avoué qu'il ne s'agissait finalement que d'un morceau de styromousse sur lequel il avait mis des lumières, qu'il a lancé en l'air et qu'il a pris en photo. Donc, merci, bonsoir pour la photo du siècle. C'est décevant. Oui, absolument. Donc, avec le recul, on se dit, mais que reste-t-il de la vague belge? Écoute, si on élimine la possibilité que la Belgique a été survolée par des avions avec une technologie furtive, ce qui a été annoncé au début de la vague belge, ça a été un premier suspect, mais on l'a vite écarté. Je te dirais qu'aujourd'hui, il y a deux écoles qui s'opposent. Une première qui dit que la vague belge n'est finalement qu'une forme d'hystérie collective entretenue par les médias. Plus on en parle, plus on en voit, plus on en voit, plus on en parle. En fait, on ne dit pas que ces gens-là ont halluciné, mais on croit que dans leur enthousiasme, ils auraient été trompés par des aéronefs assez simples, comme des avions AWACS, par exemple, de l'OTAN, ou des hélicoptères Apache qu'on a observés également près des zones où il y a eu des foyers d'observation d'OVNI. Et puis, il y a une autre école qui dit non, dans tout ce lot d'observations, il y a eu trop d'apparitions mystérieuses pour lesquelles on n'a pas d'explication et qui pourraient représenter des aéronefs exotiques, voire même peut-être des engins extraterrestres. Mais il faut bien l'avouer que jusqu'à maintenant, la vague belge a son lot de zones grises pour lesquelles on n'a pas d'explication. Toujours pas aujourd'hui. 30 ans après. Ah oui, OK. Donc, as-tu un penchant pour une des deux théories, toi? moi, Gino, je te dirais que je pense que les ovnis sont une extraordinaire pépite pour les sociologues parce que bien souvent, lorsque les médias, par exemple, dans le cas de la vague belge, il y a eu une espèce de lassitude de la part des médias en 91. Et à partir du moment où les médias ont commencé à moins rapporter des observations, on a vu progressivement diminuer les observations sur le terrain. Donc, c'est une belle pépite pour les sociologues, mais il faut garder l'esprit ouvert. Est-ce qu'il est possible, comme on a déjà parlé ensemble, que des aéronefs... Bon, à l'époque, c'est sûr qu'on ne pouvait pas accuser des drones d'une technologie extraordinaire de survoler la Belgique, mais il n'est pas exclu que d'autres nations aient développé des aéronefs qui auraient pu tromper également les gens de la Belgique. Parce que vite, comme ça, si nous, on pense faire un saut de puce sur la Lune pour finalement aboutir sur Mars, il pourrait y avoir d'autres personnes ailleurs qui pourraient faire un saut de puce sur Mars pour venir sur la Terre. Même si on est très éloigné et très isolé dans notre galaxie, il faut quand même rester l'esprit ouvert. Tant qu'on n'a pas d'explication, il faut poser des questions et chercher. Il faut être sceptique. Merci. Ouais, absolument. Salut, Ça à fait une prochaine. plaisir, Gino.